Tout de suite, magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans Éducation financière. Ce nouveau numéro, à son titre, nous allons évoquer sur cette mise en place au niveau de l'Agence nationale des renseignements, une commission, un département qui vient d'être établi par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'intelligence économique et financière. L'issue de ces réformes peuvent encore améliorer le quotidien et l'économie de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela va affaiblir les missions de contrôle de l'inspection générale des finances? Nous allons débattre, ou plutôt nous allons analyser pour ces nouveaux numéros d'éducation financière. Nous allons aussi nous pencher sur les mesures économiques prises par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale pour permettre le panier de la ménagère de respirer avec carrément la perte de pouvoir d'achat des Congolais. Est-ce que c'est une mesure urgente et c'est une mesure capitale pour les Congolais? Nous allons encore en savoir pour ce nouveau numéro. Et puis nous allons finir par quelques questions sur l'actualité économique et politique du pays. Et pour ce faire, ce nouveau numéro reçoit pour vous un macroéconomiste, chercheur, enseignant à plusieurs universités en République démocratique du Congo, aussi acteur politique et social. Il s'agit bien d'Alexandre Choué qui a choisi de répondre à notre invitation. Alexandre, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien sûrement. Toujours. Nous voici avec un pouvoir d'achat des Congolais de plus en plus réduit. Est-ce que nous pouvons dire que l'intelligence congolaise a montré ses limites? Et depuis le mois de janvier de cette année, j'ai esquissé toute une orientation politique pour les questions de gouvernance macroéconomique, de transformation de l'économie et d'amélioration du bien de la population. Donc je ne pense pas qu'il y ait des limites. Mais la vraie question, c'est comment mettre en œuvre ces mesures. C'est ça le vrai challenge. Comment mettre en œuvre alors que nous décrions plusieurs cas de détournement au niveau de la République et le président de la République, au sein de l'Agence nationale de renseignement, crée un département spécialisé dans la recherche, en tout cas la gestion des finances et de l'économie en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons dire que ça tombe à pic, cette création du département de l'intelligence économique et financière? Oui, je réponds par la positive en disant qu'il est important pour nous en RDC de faire usage de l'intelligence économique pour pouvoir non seulement régler certains problèmes que nous avons aussi, mais aussi être en mesure de nous projeter. Parce que ceux qui cherchent à aller loin dans la vie font de la prospective et se projettent. Et l'intelligence économique nous aide justement à cela aussi. Donc ça tombe à point nommé, sauf qu'il faudrait faire un effort pour ne pas utiliser ce qui est positif comme un mal. Je m'explique, c'est-à-dire que il existe certaines institutions ou certaines administrations qui déjà travaillent dans le domaine du contrôle. Comme la Cour des comptes, l'IGF. Et donc il serait important d'éviter que ce département vienne empiéter sur les attributions de ces structures classiques. Est-ce que ce n'est pas aussi en réponse des limites de l'IGF? Non. Il peut bien... Nous sommes au niveau de l'Agence nationale de renseignement. Et donc là, ce n'est pas une question d'action directe, c'est plutôt chercher à avoir des informations d'analyse prospectives pour aider. Soumettre d'abord au chef d'État pour qu'il sache. Parce que, en fait, bon, disons-le, nous avons plusieurs problèmes à résoudre dans notre pays sur le plan économique. Il y a des problèmes de stabilité macroéconomique qui sont récurrents. Il y a des problèmes de transformation de l'économie. Il y a le niveau de vie de la population, les emplois qui font défaut. Donc, on est au carrefour de plusieurs problèmes à la fois. Il faut y apporter une solution. Mais pour bien résoudre un problème, il faut bien le circonscrire. Et si vous analysez de près ce qui se passe en RDC, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs réseaux d'acteurs criminels, mafieux, qui aussi agissent et bloquent l'économie. Ou bloquent le développement. Ou... Tout comme aussi membres du gouvernement.
Ah mais oui, mais c'est clair, il faut le dire. Donc, moi, je suis en train de prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire que je partage certaines idées pour que l'on puisse aider le pays à se relever et aller d'avant. C'est ça mon action ou ma religion. Tomber sur ces criminels financiers. Ou justement, mais il faut justement faire des analyses profondes pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. Et il y a certains acteurs qui sont nommés par le président de la République, mais qui travaillent contre le gouvernement. Je vous donne un exemple. On vous nomme ministre d'un secteur donné, vous êtes appelé à prendre certaines décisions pour que le pays aille d'avant. Mais vous prenez des décisions contraires à ce qu'on vous a demandé de faire et ça vous enrichit et ça détruit plus ou moins les performances du pays. C'est qui passe à un enregistrement, il y a une contre-performance qui est voulue. Mais il faudrait justement que les services de renseignement puissent suivre de près ce qui se passe et apporter la bonne information au président. Pour qu'il sache que non, voilà, le ministre que vous avez nommé dans ce département ou ce secteur de la vie nationale ne fait pas son travail. Regardez ce qui se passe avec documentation à appui. Eh bien, le président prend une décision. Mais pour ça, il faut avoir l'information s'il n'a pas d'information. Et donc, les services de renseignement ont un rôle important à jouer dans le suivi de la qualité de la gouvernance économique et financière dans ce pays. Et il y a beaucoup de crimes qui se font dans ce pays. Je peux vous donner quelques exemples. Hein. Il y a des choses qui se font qui sont criminelles. D'abord, première chose sur le plan monétaire. Nous voyageons dans le monde. Et je ne parle même pas de l'Occident, je parle des pays africains. Mais des pays africains, quand vous allez pour voir même... oui, changer $100, il faut passer dans des bureaux de change organisés. Et les opérations sont enregistrées. On vous demande votre pièce d'identité. Mais pourquoi nous, en RDC, ceux qui gèrent la Banque centrale ne prennent pas le courage de pouvoir réorganiser notre marché de change en RDC? Aujourd'hui, quelqu'un peut facilement aller faire une opération de 100 milliards sur le marché. On ne le saura pas. Or, la Banque centrale, en tant qu'autorité monétaire, doit aussi suivre la masse monétaire ou la quantité d'instruments de paiement. Donc, c'est un vecteur par lequel passent beaucoup de crimes. Je m'explique. Pourquoi je le dis? C'est qu'il y a ces décisions que la Banque centrale, des fois, prend, notamment en ce qui concerne le remplacement des billets. On peut dire, voilà, on a remarqué que 100 milliards de francs congolais sont constitués des billets déchiquetés, il faut les remplacer. Et il faut détruire et remplacer par 100 milliards pour que la masse monétaire reste la même. Mais si, au moment de la destruction, on détruit que 40 milliards, et 100 milliards qu'on veut détruire, on retire ça au profit des individus. Et on va réinjecter. On pourrait réinjecter, il faut passer par un circuit. Et donc, le désordre qu'il y a dans le marché de change est un vecteur qui favorise ce genre de comportement. Mais de plus en plus, il y a des mesures monétaires dans ce sens-là, l'identification du bureau d'échange, l'interdiction pour l'échangeur manuel d'être... vous êtes à Kinshasa et en RDC. Sur les artères, oui. Vous êtes à Kinshasa et en RDC. Et vous n'avez pas vu ça? Aujourd'hui, le matin, moi, j'ai vu ça. C'est des bureaux d'échange à côté. Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait aussi. Il faut qu'on reste dans la norme. Très bien. Et là, il y a des réformes. Donc, il faut faire une réforme profonde. Il ne faut pas que l'on puisse caresser les problèmes. Et là, je vous ai montré que derrière ça, il y a un réseau mafieux. Donc, ce désordre-là profite à ceux qui veulent justement faire des personnes sales. Il y a d'autres personnes aussi, quand ils volent l'argent de l'État, ils doivent rapidement transformer ça en dollars et dans les comptes bancaires. Mais ils passent par ces marchés. Et c'est un élément qui aussi alimente la spéculation. Parce que j'ai volé l'argent sale. Je dois me débarrasser de ça rapidement. Je vais sur le marché, le taux est de 28. Mais je vais me débarrasser. Prenez même à 30. Prenez à 30 ans, c'est pas trop. Prenez. Mais c'est cette spéculation. Donc, la mauvaise gouvernance, les détournements, ce sont des éléments aussi qui alimentent l'instabilité à travers... Ce n'est pas par crainte de réduire aussi les quelques unités informelles qui nourrissent, qui tiennent aussi l'économie congolaise. Imaginez-vous, quand on retire plus de 200 changeurs manuels, on leur demande de se normaliser, qui deviennent formels comme un bureau d'échange. Est-ce que nous saurons encore maîtriser ces taux de chômage qui sera encore de plus en plus croissant si on interdisait cela? La monnaie est une chose très importante. Mais aussi une marchandise. Oui, et c'est très stratégique. Et donc, on ne joue pas avec ça. Il faut regarder les choses. Oui, je suis humain. Je sais qu'il y a des gens qui nourrissent leur famille avec ce travail-là. Mais l'intelligence n'a pas de limite. C'est comme ça que Dieu a créé le mot d'intelligence. Et donc, on peut trouver une réponse à tout. Bob Marley a dit que s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, on peut trouver une formule. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui créer des bureaux de change appropriés et on voit comment est-ce qu'on récupère ces gens-là qui font le commerce de vie sur les rues de Kinshasa. Très bien. Et on les insère dans le système et on arrive à contrôler. Parce que le vrai problème, c'est qu'il faut que la Banque centrale, en tant qu'autorité, puisse avoir l'information exacte sur les transactions, le volume d'instruments de paiement qui circulent dans l'économie. Or,
On ne sait pas. Mais à l'étranger, quand vous allez, chaque bureau de change a un livre. On note, voilà, monsieur Dehors Mwamba est passé, il a fait telle opération, voici, on note. Madame X est arrivé fait ça, monsieur. Et en fin de journée, on consolide. Et tous les fichiers. Et la Banque centrale a la session au jour le jour. Et là, la Banque centrale a donc les leviers pour conduire la politique monétaire. Mais dans le cas d'espèce, comment est-ce que la Banque centrale conduit la politique monétaire si elle n'a pas la maîtrise de la masse monétaire? Très bien. Ça, c'est un problème. Et il y a des réseaux criminels derrière. Et donc, l'agence qui a été créée devrait maintenant suivre de près ce genre de comportement, de pratique, pour informer utilement le chef de l'État. Et si il arrive que dans ce genre de pratique, on se rend compte qu'il y a des décideurs officiels qui sont là, le chef doit sévir. Là aussi, c'est bien de créer cette agence-là, mais au-delà de la création de l'agence, il faut que l'agence travaille sans empiéter sur l'attribution des autres structures. Et il faudrait que l'agence puisse faire des recommandations et que l'autorité puisse prendre les mesures qui s'imposent, déférer devant la justice et qu'on les sanctionne en cas de flagrance et que l'on donne un signal fort. On ne peut pas continuer à décrier que la justice ne fonctionne pas, dire qu'il y a des détournements, on se rend compte qu'on a fait abuser, il y a pas de réforme et les personnes ne sont pas sanctionnées. Il faut qu'il y ait des sanctions. C'est comme ça qu'on va s'ajuster. Et quand je parle de sanctions, je ne parle pas pour les autres, même moi-même ici. S'il arrive que je puisse m'engager dans de tels réseaux criminels, il faut qu'on m'arrête. Ben, c'est tout. Il faut en étant animateur des institutions, tout en étant hors institution, bien sûr, on peut toujours mettre la main sur vous-même, opérateur économique. C'est une question de l'économie nationale. Et pour cela, il faut suivre. Donc là, je vous donne un exemple, mais il y a plusieurs exemples. Il y a aussi des... Vous imaginez un peu au niveau du circuit de la dépense publique. Mais qui ne le sait pas? Si les gens ne le savent pas, alors je le dis ici, moi je le dis pour l'intérêt du pays. Parce que je pense que tous ceux qui ont été Premier ministre, et Madame Sumina qui est actuellement Premier ministre, tous ceux qui ont été ministre des Finances, ministre du Budget et les autres, savent que des fois, certaines administrations publiques qui ont de l'argent dans le budget de l'État, pour avoir leur argent, doivent laisser 40% à ceux qui sont au niveau de la chaîne, la dépense par exemple. Qui ne sait pas, nous le savons. Mais c'est un comportement criminel. Parce qu'aujourd'hui, M. Dehors Mwamba est chef d'une administration. Il a un budget de 200 000 pour mener une action. Mais quand vous lui demandez de laisser 40%... Pour l'intérêt public, pour l'intérêt national. Non, c'est pour l'intérêt individuel. Voilà. Ceux qui travaillent à la chaîne, ils vous prennent 40%. Ce sont des individus. Oui, et donc votre budget de fonctionnement, d'activité baisse. Mais quelle politique peut-on espérer avoir de vous si on vous retire les moyens de votre politique? Donc sur 100%, vous avez 60% pour votre activité et 40%, qui est à l'intérêt national. Oui, et 40%, et les 40%, ce sont les individus qui risquent de se partager. Et qui se le partagent. Vous voyez, ce genre de choses, c'est criminel parce que ça réduit l'efficacité des politiques publiques. Il faut justement sanctionner ça. Il arrive des fois aussi que, par exemple, que certains choix mal à propos soient pris ou opérés par les décideurs. Je donne un exemple. Un ministre des Finances qui prend, par exemple, l'argent de l'État, il met dans les sous-comptes d'une banque commerciale. Très bien. Laissez-moi faire un exemple. Et au même moment, on lance une opération de vente de devises par la Banque centrale ou encore on place dans le public des bons de trésor. Et les banques commerciales prennent l'argent de l'État pour aller souscrire. Et ils auront des intérêts. Oui, et il y a des intérêts qui vont payer sur l'État. Donc, on est en train de surfer avec l'argent de l'État. Donc, on fait de l'argent sur de l'État. Ça, c'est criminel. Ce genre de comportement, l'Agence nationale de renseignement, à travers son nouveau département, doit suivre ça de près et dire ça rapidement au chef d'État pour qu'on prenne les mesures pour... Parce qu'en fait, le vrai problème en RDC, c'est que ce sont les acteurs qui souvent pêchent. Ils se comportent mal. Il faut renforcer la surveillance. Et la surveillance doit être renforcée au niveau du Parlement en tant qu'autorité qui contrôle l'action de l'exécutif, mais il y a aussi les services de renseignement qui doivent venir en appoint pour chercher la bonne information et amener le chef à décider utilement par rapport à ce qui se passe. Sinon, ça ne va pas. C'est le fait nouveau qui nous inquiète ici. La plupart des réformes donnent le fruit après 3-4 ans d'exécution, alors que le problème est tellement grand et que l'urgence s'impose. Est-ce que nous pouvons donner beaucoup plus de temps à ces nouveaux départements d'intelligence économique au niveau de l'ANER, ou nous pouvons carrément dire que les temps est là, on peut prendre autant qu'on veut? Non, mais je vous ai donné déjà des images claires. Ça, ce sont des choses que je connais parce que j'ai travaillé pendant longtemps dans plusieurs administrations. Et donc, je vous dis ce que je sais. Il faut maintenant agir, tout simplement. Il faut suivre ça. Ce sont des renseignements, ils savent comment est-ce qu'ils cherchent l'information. Il faut suivre et constituer des documents et bien documenter, bien sûr, tout ce qui se passe. Et ensuite, proposer
à l'autorité les mesures qui s'imposent au regard de ce que dit la loi en RDC, et après la justice fait son travail et des sanctions, c'est tout. Alors, nous allons changer carrément le sujet pour aborder ces mesures ou carrément cette volonté du gouvernement de pallier à ces grands crus qui se manifestent davantage sur le pouvoir d'achat. Les agents et fonctionnaires de l'État qui se plaignent, les particuliers qui se plaignent, et du coup, le ministre de l'économie nationale trouve bon de retirer, d'exonérer, de retirer certaines taxes et impôts dans les produits de première nécessité à l'importation. Comment vous avez d'abord trouvé ces mesures? Bon, d'abord, je voudrais bien circonscrire le problème. C'est que la cherté de la vie en RDC est liée à plusieurs vecteurs. La vie est chère pour certains parce qu'ils ne travaillent pas. Et donc, il y a une question d'emploi et d'activité. Oui. Et pour régler ce genre de problème, il faut bien sûr une action à moyen et long terme. Et ça demande qu'on puisse transformer l'économie et booster les unités de production pour créer plus d'emplois stables et décents. Je parle bien en français, stable et décent. Parce qu'on peut avoir un emploi, mais il n'est pas stable et il n'est pas décent. Et du coup, ce qu'on gagne est pratiquement dérisoire. Mais au moins, on a un emploi. Oui, mais c'est dérisoire. Donc, on n'a pas réglé le problème. Il faut régler le problème. Il ne faut pas dire au moins. Il faut aller vers l'excellence directement. Il ne faut pas chercher des situations intermédiaires. Il faut aller vers l'excellence. Et quand vous parlez des stables et directs... C'est-à-dire que quand vous avez un contrat de travail qui vous rassure qu'on ne peut pas vous licencier pour le plaisir ou encore vous sanctionner pour le plaisir, c'est-à-dire que vous êtes protégé par la loi. Et aussi, ce que vous gagnez comme rémunération est conséquent par rapport au coût de la vie. C'est ça, en fait. Et ça, c'est un problème. Oui, mais bien sûr, la solution à ce niveau-là demande des actions de moyen et long terme, généralement. Mais dans le court terme, qu'est-ce qui pose problème? C'est que d'abord, la question de la stabilité de la valeur de la monnaie. Parce qu'on importe beaucoup et que les importateurs doivent acheter des devises, si la monnaie se déprécie, le coût des importations augmente et il répercute ça sur les prix des biens. Donc, il y a une action majeure à mener vers la Banque centrale pour garantir la stabilité de la valeur de la monnaie nationale. Mais là, il y a un problème. Le taux se déprécie de manière continue. Et ce qui est assez paradoxal, il faut le dire, hein, c'est qu'à l'époque, quand Adolphe Mouzit était Premier ministre, par exemple, on avait 880 millions de dollars, si je me trompe, de réserves. Ouais. Matata, c'était 1,4 milliard, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui... c'est à 6 milliards. On est à 5, quelque chose de milliards. Mais il y a une sorte de décrochage entre... la stabilité attendue et le niveau de réserve. Et ça amène à une réflexion. Donc, il serait important, justement, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la question. Il faudrait que l'on puisse, même pas imaginer, se copier. Parce qu'à l'époque, le gouverneur Boune l'a fait, on a mis en place une politique de change agressive qui a consisté, pour la Banque centrale, à intervenir avec virulence sur le marché de change pour tuer les tensions, détendre vraiment. Donc, on peut le faire parce qu'on a les réserves. Mais on ne le fait pas, c'était un problème. Donc là, il faut régler. C'est pas aussi risqué avec les importations et au niveau du commerce extérieur avec les réserves. Non, non, mais je vous dis qu'avec 880 millions, on a pu garder cette stabilité. Avec 1,4 milliard, c'est qu'avec 5,7 milliards, on devrait absolument avoir. Est-ce que c'était avec le même problème des productions intérieures? C'était avec le même problème n'a pas changé. Bien au contraire, d'ailleurs, le PIB a augmenté. Ouais. Le PIB a augmenté, mais c'est pas ça. Il faut qu'il y ait des interventions. Moi, je pense que là, il y a un problème de réglage au niveau de la politique monétaire qui doit être envisagé. La politique monétaire doit être reconsidérée. Donc on ne recourait pas aussi au bon du trésor comme... non, ça c'est au finance publique. Non, je vais arriver. Non, ça c'est autre chose. Très bien. Et bien, au contraire, recours au bon du trésor, c'est une bonne chose parce que c'est un moyen un peu sain de financement des projets publics. Oui, parce que recourir à la planche à billets comme on le faisait autrefois, c'est ce qui dérangeait. Et c'est pour ça que même la LOFIP a prohibé ce comportement. Mais donc, au niveau monétaire, il y a aussi une action à mener pour garantir la stabilité de la valeur de la monnaie, pour faciliter justement aux opérateurs économiques la possibilité d'importer et de sévir le marché. Ça, c'est donc une chose. Mais autre chose aussi, c'est que le niveau des prix est trop important parce que dans la structure des prix, il y a des éléments qui entrent en ligne de compte qui dérangent, notamment les éléments de la fiscalité. Ça asphyxie davantage. Oui, les éléments de la fiscalité et de la parafiscalité. Ça dérange. Quand vous comparez les prix des biens, vous pouvez prendre un panier de biens et vous comparez les prix en RDC et dans les pays voisins, vous avez remarqué qu'en RDC, la situation est atypique. Au Congo-Brazzaville, par exemple, un bien donné, vous trouvez ça à 10 dollars. Au Rwanda, 12. Gabon, 14. Angola, 15. Centrafrique, 16. RDC, 70, par exemple. Atypique. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de taxes. Et quand vous analysez la structure des prix des biens,
de grande consommation. Même les produits pétroliers, vous allez voir là, taxe telle, OCC, taxe telle, OCC, taxe telle. Donc, il faut retrouver 3 taxes pour le même portefeuille. Et vous allez là, taxe ONATRA, ONATRA. Après, quoi, OGFREM, OGFREM. Toujours le secteur après, vous achetez aussi la douane. Bref, quand on fait le cumul, c'est trop important. Donc, il faudrait procéder justement à une réduction de ces éléments de la fiscalité qui dérangent. Mais pour ça, il faut... D'où l'action du gouvernement. Laissez-moi avancer. La question elle est très importante. Et donc, il faut agir. Il faut pas... Donc, parce qu'il y a un élément qui souvent nous a dérangé, c'est l'annonce. L'annonce est plus importante que l'action. C'est ça le défaut que nous avons. En 2022, le gouvernement a eu... Toujours avec le ministre de l'économie. Ça, c'est le commerce, je crois. Hein. On avait identifié, je crois, 17 taxes illégales en matière de commerce extérieur. Il fallait qu'on les supprime. Ça a été annoncé. J'étais à la FEC en fin d'année 2023 et j'ai vu les sociétés de la FEC qui m'ont dit qu'on n'a jamais supprimé ça. Mais on avait annoncé qu'on allait supprimer. On n'a jamais supprimé. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il y a continuité d'action de l'État, il serait important que le ministre de l'économie, le ministre du commerce, sous la houlette, bien sûr, du Premier ministre, puisse rentrer vers cette mesure-là et voir ces 17 taxes-là et les supprimer. Donc, on prend les arrêtés, on les supprime et on fait en sorte qu'on observe cela. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que le Premier ministre Sama avait pris un décret en 2022 pour supprimer la TVA pour ces biens de grande consommation. Non, Premier ministre. Oui, Sama le connaît. Oui. Et il a encore prolongé ce décret-là. Je crois que c'est encore de mise. Rentrer en arrière. Quand on baisse la TVA, automatiquement les prix des biens doivent baisser. Mais à Kinshasa, je suis là, dans le pays, est-ce que vous avez vu les prix baisser? Non. Du coup, il faut se demander pourquoi les prix n'ont pas baissé alors qu'on a accordé cet allègement fiscal. Donc les inspecteurs économiques n'ont pas suivi. Là, le ministère de l'économie doit intervenir avec les inspecteurs pour voir pourquoi ils n'ont pas observé cette mesure. Et donc ils ont triché. Peut-être que ça n'a pas été allégé. Non, non. La TVA avec la direction... Il y a le décret qui est là. J'ai vu le décret du Premier ministre. J'ai même posté sur Twitter. Il y a également l'arrêté du ministre des Finances. Qui a rendu effective l'arrêté. Donc, oui. Donc, il y a un problème de suivi. Il faut que l'administration du ministère de l'économie fonctionne normalement. Qu'on suive. Mais il avait largué les inspecteurs de l'économie sur le marché pour vérifier tout ça. Mais justement, à l'époque, on a dit que l'on a suspendu la TVA. Mais les prix n'ont pas baissé. Ben, comprenez qu'il y a un problème. Alors qu'on vient encore réduire dans l'assiette fiscale d'autres taxes. Moi, je suggérerais que le gouvernement puisse rentrer en arrière pour voir un peu d'abord là-bas pourquoi cette mesure n'a pas été suivie. Et qui sont les opérateurs économiques qui n'ont pas observé. Parce qu'une fois qu'on fait ça, on les amène donc, parce qu'ils ne paient plus la TVA pour ces produits-là, qu'ils revoient directement à la baisse les prix sans, parce que vous avez parlé de la durée, sans délai. Ils baissent. Et le ministère des Finances, pour sa part, rentre, parce que si les prix n'ont pas changé, c'est qu'ils ont continué à percevoir la TVA. Et c'est de manière injuste, donc il faut qu'il y ait un redressement fiscal, parce qu'ils ont triché. Très bien. Et bien, ça va peut-être constituer 300, 400, voire 500 millions de dollars pour les trésors publics, tant mieux. Parce qu'on cherche des ressources, n'est-ce pas, pour financer certaines dépenses publiques. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je pense qu'il faut commencer par là, apurer ces arriérés, et ensuite avancer vers d'autres mesures. Et c'est où le piège si on a déjà ces mesures telles que trouvées par le gouvernement? Non, mais ça n'a pas été d'application. Ça rencontre carrément votre observation et justement, votre analyse. Il faut maintenant aller dans l'action. Il ne faut pas rester dans l'annonce. Parce que là, il y avait annonce, mais on n'a pas vu les résultats maintenant. Que le gouvernement, comme l'annonce de la TVA retirée, supprimée. Oui, que le gouvernement maintenant suive pourquoi ça n'a pas été appliqué et qu'on fasse respecter ces décisions qui ont été prises déjà avant d'aller vers autre chose. Ce serait, des fois, les opérateurs parlent des stocks. Non, qui a été appliqué au niveau... On a supprimé la TVA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'État... Suivez-moi bien. C'est-à-dire que l'État ne prélève plus la TVA sur tel bien. Produit. Mais vous vendez, vous mettez la TVA. L'argent va chez qui? Vous fraudez parce que vous prélevez de manière illégale. Que le ministère des Finances fasse son travail. Récupérer cet argent-là parce qu'ils ont prélevé ça pendant une période donnée sans qu'ils aient le droit de prélever. Qu'on calcule et qu'il paye ça à l'État. C'est pour ça que je parle d'un redressement fiscal. Donc actuellement, nous devons nous rendre compte et sur le marché, savoir les sucres, nous devons photographier l'actuel prix sur le marché, et les riz, et carrément les poissons, vivres frais et autres, pour s'assurer si les opérateurs économiques ont aussi carrément baissé ces produits. Mais c'est le travail des inspecteurs
du ministère de l'économie qui fassent leur travail, ils sont payés pour ça. C'est simple. Donc il y a lieu de faire ça. Alors les mesures qui ont été annoncées tout récemment ici, notamment des agements fiscaux, tel que le ministre de l'économie l'a dit, oui, c'est dans la même logique, mais il faut qu'il y ait vraiment un suivi. Et quand on prend une telle mesure, il faut faire très attention. Et j'ai aimé, il y a le pasteur Godin Poui qui a fait remarquer ça aussi. C'est très important, c'est que... Et le problème se pose sur nos dépenses. Non, oui, voilà. C'est-à-dire que quand vous décidez de réduire certains prélèvements de l'État, il faut calculer l'impact. C'est important que le ministre de l'économie nous dise, voilà, nous avons décidé, par exemple, pour tel bien, de baisser les droits de douane d'autant. Et la contrepartie en termes d'argent, c'est autant. Ça suppose que l'espace de l'État va réduire. Mais pour autant que déjà, on a pris des mesures d'ajustement sur le plan budgétaire pour qu'on ne puisse pas faire une explosion des dépenses. Parce que si on réduit l'espace fiscal et qu'on augmente les dépenses, on creuse le déficit public et on crée un malaise qui demain va affecter à nouveau le taux de change et les prix des biens sur le marché, donc on n'aura rien fait. On n'aura pas résolu le problème. Voilà, il faut que l'approche soit systémique, qu'on tienne compte de tous les éléments du puzzle pour s'assurer qu'on avance sur le droit chemin. Mais malgré toutes ces difficultés, nous pouvons remarquer, même le ministère de l'économie, même le ministère des Finances a publié les excédents de plus de 300 millions de dollars américains en termes de mobilisation des recettes. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler la magie congolaise? Il y a des problèmes tellement, on supprime des taxes, on supprime certaines charges fiscales, mais au moins on arrive à mobiliser au-delà des assignations. Et c'est une magie congolaise. On n'a pas encore supprimé. La TVA a été supprimée. Non, la TVA a été supprimée en 2022. En 2022, ça c'est autre chose. Mais les mesures récentes ici, il n'y a pas eu d'impact puisqu'on n'a pas encore pris les mesures. Je n'ai pas encore vu les arrêtés. Il faut que les arrêtés soient publiés et suivis. Jusque-là, ça c'est encore dans l'annonce. Mais je fais remarquer que on peut avoir des excédents en RDC. C'est évident parce que déjà les méthodes qu'on utilise pour pouvoir projeter les recettes d'État posent problème. Les méthodes utilisées pour faire les assignations budgétaires des affaires financières posent problème. Mais c'est sur base des données sur terrain. Il faut entrer dedans. J'ai travaillé, j'ai pris part à plusieurs réunions, des commissions techniques sur le budget, les finances publiques. C'est une chimère, il y a à boire et à manger. Mais c'est sur base de nos données. Non, pas de données. Une fois de nos administrations fiscales. À l'époque, j'étais à la primature et on m'a demandé par le Premier ministre d'aller suivre un peu les travaux qui se faisaient à Safari Beach. J'arrive là, on travaille sur le budget, je pose des questions. Ici, vous avez projeté telle dépense. Comment vous êtes arrivé à tel montant? Oh non, c'est ce qu'on met d'habitude. L'argument était fragile. Et quand vous dites ça, moi, je comprends que... Pour avoir aussi participé à des séminaires budgétaires, ils se rendent compte du besoin, ils se rendent compte du coût, ils se rendent de l'effectif. La méthode n'est pas bonne. Ah ouais, alors. La méthode n'est pas bonne. Je vais vous donner encore un exemple. Faut pas aller dans les secrets d'État. Non, c'est pas secret d'État, on doit le dire. À l'époque, il y avait un budget, je crois que c'était en 2007-2008, il y avait un projet de budget. Et dans un poste de recette de l'État, il y avait le produit de la vente de nos passeports ou visas à l'étranger. Qui rapporte de l'argent. Oui, qui rapporte de l'argent. Et alors, dans le budget, l'enveloppe qui a été mise là a été critiquée par un député. En termes de mobilisation, oui. C'était peu pour lui. Oui, c'est peu. Que les visas sont exorbitants. Suivez bien, parce que justement, suivez très bien. Quand on a demandé aux gens du budget pourquoi vous avez mis ce montant-là, ils n'ont pas pu justifier ça, c'était de l'arbitraire. Et le député, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit ceci: j'ai pris le nombre moyen de vols internationaux en RDC sur les 3 années. Et donc, il a une moyenne. Il prend le nombre moyen des personnes, des étrangers qui viennent ici, et le prix moyen étant de $100, il prend juste le nombre moyen de vols. Le nombre de personnes en moyenne est fois 100, le montant qu'il a été de plus de 500 fois supérieur à ce qui était projeté. Comme pour dire que les gens mobilisent plus, mais donnent peu parce que l'assignation est faible. Et du coup, les gens s'enrichissent sur de l'État. Ça, ce sont des crimes économiques. Mais ça échappe comment? Ça échappe comment? C'est ça maintenant la question. Parce que si nous savons que nous avons les taux de 50%, on atteint 50% à mobiliser. Monsieur Mwamba peut mobiliser 1 milliard. Vous lui demandez de vous donner 200 millions. Mais il va vous donner 300 millions. Vous allez dire que non, il était prévu 200, il y a 300, donc il a dépassé. Mais en réalité, lui se frotte les mains avec 700 millions qui flottent quelque part là-bas.
Vous avez des factures, des reçus, vous avez des bons de commande, de tout consort, les documents capables de certifier que ici vous êtes allé au-delà. Ce sont là les réformes qu'on attend de l'administration. Très bien. J'aimerais que l'on puisse approfondir les réformes de l'administration publique pour que justement cette transparence se démise. Est-ce que les factures en RDC sont bien établies, bien gérées? Non. Les gens trafiquent ici et là, c'est tout. Vous le savez très bien. Mais ce sont les vrais problèmes, justement. Il faut arrêter ça. Si on aime le pays et on veut aller vers la norme, c'est-à-dire une société qui fonctionne normalement, ben, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire tomber. Et ce sont ces comportements qu'il faut élaguer. Et je pense que les services pourraient aussi, à leur niveau, apporter une certaine contribution. Mais, en tout état de cause, ce sont les acteurs, les décideurs politiques qui sont les premiers responsables. Ils doivent prendre des mesures et non pas annoncer ce qui fait bien aux oreilles sans que ça fasse bien au ventre. Alors, nous sommes au-delà des attentes. 400 millions mobilisés. 400 millions de surplus, hein. C'est pas 400 mobilisés, mais de surplus. Est-ce que on peut dire que les projets d'investissement peuvent se frotter les mains, dire qu'ils peuvent être servis de ces 400 millions de plus? Je ne pense pas. Il faudrait consolider. Quand on parle des finances publiques, on ne regarde pas que la situation courante, il y a aussi la consolidation. Il y a des choses qu'il faut regarder, notamment les créances qui sont pendantes. Par exemple, en fin d'année 2023, si je ne me trompe pas, le ministère des Finances avait eu à prendre des avances chez les miniers de l'ordre de 225 millions de dollars. Très bien. Et donc, il faut que les miniers récupèrent ça cette année-ci. Et sur les échéances qui viennent ici, on doit récupérer ça. Ben, on peut... C'était une fin d'année très difficile pour la mobilisation? Non, je ne pense pas. C'était très difficile, même les débuts de l'année 2024? Non, je ne pense pas. Ce sont des choix qui étaient mauvais, tout simplement. Comment ça? Vous pouvez expliquer? Non, mais quand vous regardez le plan de trésorerie, par exemple, en début d'année ici, les services de la défense, de l'armée, ces renseignements, par exemple, avaient projeté 50 millions de francs, 50 000 milliards de francs de dépenses. Mais quand vous regardez dans le budget, on est à 400 000 milliards. Des taux d'exécution de 900, de 1000%. Et quand vous regardez aussi sur ce terrain, les militaires se plaignent par rapport aux équipements. Comment est-ce que le budget, les dépenses militaires, sécuritaires explosent, selon que le PTR, le dit, mais sur le terrain, les gens constatent autre chose. C'est qu'il y a un malaise. Ce ne sont pas les informations qui vont nous livrer à la place publique, peut-être qu'il y a eu un travail en amont. Ce que nous voyons, c'est l'apparence. Non, ce sont les finances publiques. Vous êtes chercheur en matière de finances publiques. Cherchez à lire le plan d'engagement budgétaire, le plan de trésorerie, les états financiers de l'État. Il faut suivre ces choses-là pour avoir la bonne information et amener aussi à la population un débat de high level sur les problèmes réels. Donc ça, il faut regarder de près. Et je me rappelle encore à l'époque, la Banque mondiale nous a accompagnés dans la mise en œuvre du PMUR, Programme multisectoriel d'urgence pour la reconstruction. Et on avait logé de l'argent dans le compte général du Trésor à la Banque centrale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, l'argent n'était plus là. Et la Banque centrale dira que non, l'argent a été utilisé pour des dépenses sécuritaires. Sécuritaires. Mais ça, c'est la justification à notre niveau. Oui, mais au même moment, le général Bouza Mabé, père son âme, disait à l'époque qu'il y a des soucis parce qu'on nous donne des équipements, des armes qui sont incompatibles avec les munitions. Alors qu'il y avait autant de millions affectés pour ces programmes-là, et au détriment même du programme avec le bailleur de fonds qui était destiné à la reconstruction. Donc nous pouvons dire que le 400 millions viennent apporter, c'est juste au niveau des régies fiscales, viennent apporter plus de problèmes que des solutions. Non, non, pas du tout. Juste que c'est un élément, mais je pense qu'on peut utiliser une partie de l'argent là pour commencer à apurer ce que l'on doit aux miniers, par exemple. Ce serait un début. Il faut ensuite consolider les efforts parce qu'il y a plusieurs niches de recettes, mais qu'on n'exploite pas. Et il y a des choses qui sont simples. Ça ne dépend pas de la magie. Je vais vous donner quelques exemples. Comment est-ce que vous pouvez concevoir ça? Qu'un directeur de la DGI soit conseiller fiscal d'une entreprise privée qui doit payer les impôts à l'État. Il y a incompatibilité. Le code interdit ça, mais ça se fait dans la pratique. Et c'est mineur. Peut-être c'est en termes de consultance, il n'est pas engagé. Mais c'est incompatible. Oui. C'est incompatible. C'est ça le problème, c'est incompatible. Vous voyez un directeur de la douane, de la GDA, qui est conseiller en douane d'une entreprise privée. Il y a une forme de collusion qui s'installe et du coup, ce n'est pas l'avantage de l'État. Ça, c'est une chose qu'il faut faire observer rapidement. Ça va contribuer à l'accroissement des recettes de l'État. Nous allons aller dans le sens de vos propositions. Nous savons que vous avez autant de propositions à fournir dans le sens de maîtriser
carrément ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la dépréciation du franc congolais qui devient de plus en plus inquiétante au niveau du marché monétaire. Est-ce que nous pouvons espérer quelque chose qui peut stopper cette flèche de la montée de la dépréciation du franc congolais? Il y a plusieurs leviers qu'il faudrait utiliser pour arriver à agir. Au niveau, d'abord, des finances publiques, il y a des efforts à faire pour s'assurer d'une exécution... Et vous incriminez beaucoup plus les secteurs publics, mais je ne vous ai pas vu être très dur en fonction des secteurs privés, en face des secteurs privés. Pourquoi? Non, en fait, lorsque l'État est fort, le privé s'ajuste. On ne négocie pas. C'est quand l'État laisse les portes ouvertes que le renard entre dans le poulailler. Quand ils ne viennent pas déclarer leurs charges fiscales, alors que la loi vous demande qu'ils viennent déclarer. Le pouvoir public, c'est quoi son rôle, le pouvoir public? C'est l'État. C'est l'État. On joue avec l'État. Mais malheureusement, aujourd'hui, on joue avec l'État. C'est ça le problème. J'ai suivi l'intervention du vieux King Wadondo. Lorsqu'il est rentré de l'exil, il a dit que je me suis promené et j'ai cherché à voir l'État, comme le voulait Diogène. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas touché, parce qu'il y a plusieurs centres de décision, l'autorité de l'État est affaiblie, c'est ça le problème. Donc, il faudrait que l'État renaisse, et tout le monde va se comporter de manière digne, c'est simple. On n'a pas besoin de... L'État ne négocie pas avec quelqu'un, la loi est là, tout le monde s'assied, vous dérogez, on vous sanctionne, mais tout le monde va s'ajuster. Mais si vous remarquez que les privés font fi de la loi, font n'importe quoi, mais ne cherchez pas un fantôme ailleurs. C'est que ceux qui sont censés faire respecter l'État ne le font pas, c'est tout. Donc, c'est une question de l'État. C'est pas une question... Si on applique la loi avec toute sa rigueur, personne ne va ouvrir la bouche. Mais malgré toutes les mesures de l'autorité monétaire pour stabiliser les taux de change, quelles mesures? Les mesures qui ont été publiées récemment par la Banque centrale du Congo en tenant compte sur la retenue au niveau des réserves, au niveau des miniers, au niveau des mesures de publication des taux d'échange, ça n'a pas aidé, ça ne peut pas aider pour... Le code minier a été revu et donc le taux de perception a été revu à hausse, ce qui fait que les recettes, après qu'elles aient augmenté, notamment du fait de l'accroissement de la production, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont passées à la phase d'exploitation, avec également le volume de la demande mondiale qui a un peu changé dans certains pays à cause des effets du choc de la crise en Ukraine, et les prix de certains minéraux qui ont augmenté, les recettes de l'État ayant augmenté, les recettes d'exploitation ayant augmenté aussi, les rentrées en devises ne pouvaient qu'augmenter, ce qui fait qu'il y a 5 milliards. Mais qu'est-ce qu'on fait des 5 milliards? C'est ça la question. Pourquoi vous voulez qu'on touche aux réserves? Mais il faut... Mais c'est quoi le rôle? Bon, monsieur, il y a un rôle pour l'import-export, c'est pour les commerçants, les commerces extérieurs. Mais ça intervient comment? En injectant sur le marché. En fait, bon, voilà, il faut que je vous explique. Bon, je comprends que vous êtes économiste, excusez-moi de vous expliquer un peu ça, c'est que nous sommes dans un régime de change flottant. Et la valeur de la monnaie est définie par un rapport de force entre l'offre et la demande. Non, suivez-moi très bien. Suivez-moi pour bien comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande de devises est de loin supérieure à l'offre de devises sur le marché. Ce qui fait que, parce que les devises sont rares et qu'il y a une forte demande, c'est ce qui fait que la monnaie nationale se déprécie par rapport à la devise. Injectons les devises. Mais c'est ça justement ce que je vous dis. Il faut justement prendre une partie des réserves et injecter pour détendre le marché, c'est-à-dire rééquilibrer l'offre et la demande. C'est comme ça que les pressions vont disparaître. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de magie. Donc votre proposition phare est qu'on aille dans le sens qu'on prenne une partie des réserves et qu'on injecte ça, mais de manière sérieuse. 5 milliards, c'est trop d'après. Mais je veux dire qu'avec 880 millions, on a pu stabiliser. Avec 1,4 milliard, on a pu. C'est qu'avec 5 milliards, on ne peut que. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est l'approche qui pose problème. C'est ce que je dis. C'est tout. Et donc, on doit intervenir sur le marché de change pour injecter, mais au même moment aussi, il faut prendre le courage de réorganiser le marché de change. On l'a dit tout à l'heure avec vous. Dans les pays voisins, au Congo, Brazzaville, ici, Éthiopie, ils le font autrement. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Pourquoi? À l'entrée, déjà, à l'aéroport, quand vous arrivez, on vous donne un plafond avec la quantité de devises que vous pouvez apporter. Et ils vont à la sortie. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? Tous les pays le font.
Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est la grande question. Pourquoi est-ce qu'on est en marge des normes qui marchent partout ailleurs? C'est ça le vrai problème. Ça va freiner aussi cette dépréciation du franc congolais. C'est un élément. Donc là, il faut agir sur le plan monétaire. C'est ce qu'il faudrait faire. Au niveau des finances publiques, je le dis, quand l'État creuse son déficit, c'est la conséquence. Et c'est vrai qu'il faut que l'on puisse se revoir à la qualité des dépenses de l'État. Et aussi qu'on puisse bien assurer la programmation. Mais suivez bien, au mois d'août de l'année passée, c'est là que le taux de change est passé à 2700, 2800. Mais c'est dû à quoi? Nous savions tous qu'il y avait élection, le président l'avait dit. Et la CENI l'a confirmé. Mais la CENI se plaignait qu'on ne me donne pas l'argent, on ne me donne pas l'argent. Vous avez suivi la télévision. Ouais. Et à un moment donné, le ministre des Finances a payé, je crois, l'équivalent en francs congolais de 300 millions de dollars. Or, la CENI devait acheter des équipements à l'étranger. Mais cette dépense de l'État a eu comme impact un trop-plein de francs congolais sur le marché et la monnaie s'est davantage dépréciée. Donc l'État a tiré sur le marché ses propres devises pour aller payer à monnaie étrangère. Non, l'État a donné des francs congolais en quantité assez importante à la CENI. À la CENI, et qui doit chercher à son niveau aussi les devises. Voilà, et donc il y a eu un choc sur le marché et le taux s'est déprécié, c'est ça. Mais depuis décembre, non, mais si on donnait à la CENI de l'argent progressivement, comme le disait le président CENI, Denis Kadima, je pense qu'on aurait pu éviter ce choc-là, par exemple. Donc, il faudrait remettre de l'ordre dans la programmation et l'exécution des dépenses de l'État. C'est très important. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire pour arriver justement à garantir aussi la stabilité. Si, au niveau des finances publiques, il y a des dérèglements de ce genre, on ne peut rien espérer. Il y a aussi certaines opérations qui se font ici, là, qu'il faut corriger. Vous avez parlé tout à l'heure des réserves. Oui, il faut suivre le rapatriement des réserves, des devises, et donc on ne le suit pas. Il y a des banques qui ne sont pas surveillées, alors que la Banque centrale doit surveiller aussi. Non, la Banque centrale surveille toutes les banques, en tout cas. Bon, par hypothèse. Et toujours les rapports, et ils suivent des prêts. Et en termes de conclusion, nous pouvons avoir de votre part quelques propositions pour carrément mobiliser davantage au-delà des assignations. Nous avons vu les assignations qui sont allées au-delà même de ce qui a été prévu. Il nous reste près de 4 mois pour entamer 2025. En termes de propositions, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réparer ce que nous avons connu? Déjà, on était prévu pour un budget programme. Nous ne sommes pas dans un budget programme. Nous allons dans un budget annuel une fois de plus. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réparer? En fait, je suis de ceux qui pensent qu'un budget programme n'est pas une solution au problème. Pour notre pays. Parce qu'on peut même avec un budget classique mieux faire les choses. Le problème n'est pas au niveau du budget programme. Une minute pour proposer. Oui, donc, on y va vite. Donc, pour moi, je pense que la Banque centrale devrait intervenir sur le marché d'échange avec les réserves qu'il y a pour pouvoir détendre le marché. C'est votre proposition phare. C'est important, il faut le faire. Il ne faut pas chercher midi 14 heures alors que les choses... Nous avons les moyens. On a les moyens pour ça. La Banque centrale doit renforcer la surveillance du processus de rapatriement des devises. La Banque centrale doit surveiller davantage les institutions financières qui opèrent dans le pays. Et la Banque centrale doit prendre le courage de réorganiser progressivement le marché de change et aussi commencer à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut améliorer le système de paiement. Il y a d'autres mesures aussi qu'il faut prendre dans le secteur financier. Vous avez suivi Noël Chani qui a parlé du coût élevé des services financiers en RDC. Mais c'est parce que l'infrastructure financière pose problème. C'est vrai qu'il y a des éléments de risque, mais il y a aussi l'infrastructure financière qui pose problème. Et on a des millions qu'on dépense pour certains projets qui n'aboutissent pas, qui des fois sont détournés. Et on peut prendre ça, et avec ça, on peut déjà améliorer un peu au niveau du compartiment monétaire et financier. Au niveau des finances publiques, il y a des efforts à fournir pour accroître les recettes. Comme je l'ai dit, il y a des mesures simples à prendre pour éviter la collusion, les comportements débordants, les interférences dans la collecte des recettes. Comment est-ce qu'une entreprise qui doit payer l'État ne paye pas parce que M. X ou Y vient dire ne paye pas? Qui lui donne ce pouvoir-là? Parce que c'est l'État. Parce que c'est l'État. Mais l'État, ce n'est pas un individu. L'État, ce sont les textes, ce sont les institutions, les lois. Et quand ce genre de comportement intervient, ça pose problème. Et je pense qu'il faut même retirer au ministre des Finances et au DGI le droit même de gréver un redressement fiscal. Parce que les gens procèdent à des manipulations à ce niveau-là. Il faut arrêter ce genre de choses. Quand quelqu'un ne paye pas le fisc et qu'il y a un redressement, qu'il paye. On doit subir la rigueur de la loi. Ça, c'est au niveau macroéconomique. Au niveau des prix, ce que je suggère, c'est qu'on puisse rentrer d'abord dans les 17 taxes qu'on devait supprimer. Que le ministre de l'économie et le ministre du commerce regardent pourquoi ces 17 taxes-là n'ont pas été supprimées, qu'on les supprime et qu'on puisse estimer l'impact positif qu'on attend de cela sur l'économie en termes de prix des biens, que des mesures soient prises par le ministère de l'économie pour que l'on puisse considérer
la décision prise par le gouvernement Sama de baisser la TVA, que le ministre des Finances en appui face à une réduction fiscale là-bas, ça va rapporter de l'argent déjà. Je crois que ça peut faire 300-400 millions de dollars, voire même plus. Merci. Donc ça aussi, et toujours au niveau du ministère de l'économie, que l'on puisse aussi modifier les éléments de la structure des prix des produits pétroliers, parce qu'il y a des éléments qui posent problème. Au niveau du premium, le fret, les taxes qui interviennent ça. Donc tout ça, si on fait ça, on pourra détendre dans le court terme. Et au même moment qu'on fait ça, il faut qu'il y ait déjà une série d'actions pour commencer à booster l'économie. Parce qu'à la longue, pour réduire aussi ces maux que nous avons, il faut relancer la production et amener le pays à remplacer certaines importations par la production locale. Merci beaucoup Alexandre Chouet d'avoir été le nôtre de contribuer à la réflexion dans le pays. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes numériques. D'ici, tenez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.